Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition du vendredi 15 octobre 2010, nous évoquerons la nouvelle journée de manifestation qui s'annonce demain samedi contre la réforme des retraites. Au Grau-du-Roi, le chantier du centre hospitalier de rééducation et de réadaptation est lancé. Enfin, nous reviendrons sur le coup de gueule de l'agence Habitat du Gard qui dénonce un projet de taxe du gouvernement prélevé sur les loyers HLM. La grogne et la contestation demeurent sur la question de la réforme des retraites avec des lycéens qui font entendre leur voix. Après les heurts et les dérapages occasionnés jeudi près des lycées d'Uoda et d'Odé, avec notamment l'incendie de plusieurs véhicules et un feu qui s'est propagé à une habitation suivi de l'arrestation de 6 jeunes, les lycéens nîmois ont initié un nouveau cortège ce matin, mieux encadré et mieux organisé. Un peu moins d'1 millier de lycéens rejoints dans l'après-midi par plusieurs manifestants représentant différentes organisations syndicales. Compte rendu de cette journée de classe buissonnière avec Olivier Michel. Pas de trouble majeur pour la manifestation lycéenne nîmoise. Réunis à 9h30 sur le parvis des arènes, le cortège d'étudiants des plus mobiles a pris la direction de la faculté Vauban. Un ancien fort puis prison, rapidement clos à l'arrivée des manifestants et par conséquent imprenable. Ces derniers ont ensuite rejoint la préfecture où une délégation a été reçue pendant plus d'1 heure par le préfet. Ils vont faire remonter nos revendications qui sont le retrait de cette réforme. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas de réforme, mais simplement qu'il ne faut pas celle-là. Si tu savais, ta réforme, on se la met. Cet après-midi, c'est le siège de l'UMP qui a été pris pour cible par les manifestants. Des manifestants moins nombreux mais diversifiés. Les lycéens de Saint-Vincent-de-Paul, de la CCI, de Dalzon se sont joints aux cheminots, FO, FSU, à la CGT et CNT. Ils ont ensuite pris la direction de la mairie, armés de pétards et de papier toilette. Ça permet de montrer à la fois aux relais locaux de Sarkozy, Fournier, Lachaud et compagnie que malgré leur message relayé médiatiquement par un certain nombre de chaînes complaisantes, on est là, qu'on ne lâchera pas et qu'il ne nous fera pas plier et que c'est en train de montrer que les lycéens, les salariés, de manière interprofessionnelle, y compris privé-public, sont en train de faire remonter les choses. Et on ne les lâchera pas et on continuera tant qu'il faudra. Prochaine manifestation demain samedi à 10h30 à la Maison Carrée. Une manifestation qui devrait compter dans ses rangs quelques lycéens. Et vous allez manifester demain ? Demain ? C'est samedi demain. Non, franchement, je profite de mon week-end, je reviens lundi. Et le week-end, c'est sacré. Concernant l'actualité des lycées nîmois, les blocus filtrants mis en place à Duoda, Hemingway, Mistral, Dodé et Saint-Vincent-de-Paul portent à 9 le nombre d'établissements partiellement bloqués. Des lycéens qui ont leur avis sur la réforme des retraites initiée par le ministre du Travail, Éric Woerth. À l'issue de la manifestation de ce matin, une délégation, vous l'avez vu, a été reçue en préfecture du Gard. Des élèves que Olivier Michel a interrogés à la suite de cet entretien. On est allé voir monsieur le préfet d'un côté pour la réforme et d'un côté pour s'excuser des perturbateurs qu'il y avait dans les manifestations pour toutes les casses qu'il y a eu. Voilà. Donc on a parlé aussi de la police, c'était un peu du cinéma, les forces de l'ordre jusqu'à amener le GIGN sur Nîmes, c'était un peu du cinéma. Donc je pense qu'aujourd'hui on a été voir le préfet, on est content de nous. Voilà, on a demandé un médiateur pour les forces de l'ordre pour en discuter. Et ce matin, dans les colonnes du quotidien La Croix, le ministre du Travail, Éric Woerth, a réaffirmé qu'il n'y aurait plus, je cite, de changement structurel du projet de réforme des retraites du gouvernement, même si des modifications restent possibles lors du débat parlementaire. Le ministre a par ailleurs fustigé ce qu'il qualifie de récupération de la jeunesse par les opposants au texte gouvernemental, visant en particulier les responsables socialistes Martine Aubry et Ségolène Royal. Des manifestations qui donnent lieu à des écarts souvent impressionnants entre les chiffres donnés par les organisations syndicales et ceux rendus publics par les ministères. Le comptage des manifestants au centre de toutes les discussions au moment où le journal en ligne Mediapart affirme que les chiffres donnés par la police lors de la manifestation parisienne de jeudi étaient nettement supérieurs à son propre décompte. Des écarts de chiffres et des disproportions qui font s'interroger les syndicats de police. Je vous propose d'écouter l'avis de l'un de ses représentants sur cette question au micro de Maxence Kérébel. On ne peut pas
comptabiliser un nombre de manifestants en mesurant un cortège. Le cortège, il est toujours différent, il est plus ou moins long en fonction de l'itinéraire, en fonction de l'étroitesse des rues. Donc on veut un comptage beaucoup plus sérieux, beaucoup plus fiable. Quitte à demander finalement à une organisation indépendante de faire ce comptage. Parce qu'à partir du moment où le comptage se fait par la préfecture pour l'intérêt du gouvernement, on est en droit de se poser des questions. Nouvelle journée de manifestation demain samedi, la 5e depuis la rentrée de septembre. Une mobilisation qui concerne également les pompiers de Nîmes qui affirment sur les grilles de la caserne leur opposition à la réforme des retraites. Comme vous pouvez le voir sur ces images tournées aujourd'hui par Olivier Michel, des pompiers qui approuvent le mouvement national de contestation. Je vous propose d'écouter les propos de l'un de leurs représentants syndicaux. Pourquoi manifester aujourd'hui ? On soutient pour la réforme des retraites. Voilà, on soutient au niveau national et puis pour ouvrir la brèche, quoi. Quelles sont les conditions des pompiers ? Nous, ça nous fait pareil que tout le monde, travailler plus longtemps, monter dans les camions pour ceux qui sont opérationnels et monter dans les camions à 60 ans sur un toit, enfin, c'est la logique même. C'est pas un métier qui va être reconnu avec plus de pénibilité par exemple ? Pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Quoi qu'il en soit, même que ce soit pour nous ou pour les autres, on est solidaires des autres mouvements nationaux. Nous, là, c'est la caserne de Nîmes qui manifeste, les pompiers de Nîmes. On se représente nous et puis voilà, on est visible. On dit non à la réforme non à la réforme. On ne veut pas d'aménagement, on ne veut pas de réforme. Nous. Quel est le pourcentage de grévistes au sein de la caserne nîmoise ? Aujourd'hui, l'équipe de garde, il y a 100%. Et un mouvement qui pourrait donc se durcir avec le spectre du blocage des dépôts de carburant. Ce matin, les camions citernes ont dû attendre longuement avant d'accéder à l'aire de remplissage du dépôt de Frontignan dans l'Hérault, parfois jusqu'à 5 heures, comme vous pouvez le constater sur ces images tournées ce matin par notre confrère de 7L TV, Jean Brun. Un déblocage qui s'est effectué dans le calme dans le courant de l'après-midi. La CGT et la CFDT qui annoncent que les salariés de 12 raffineries en France se sont mis en grève aujourd'hui. Rappelons que ce matin, la raffinerie de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône a été débloquée après intervention des forces de l'ordre afin de prévenir le risque de pénurie des carburants. Le week-end dernier a été marqué par la pose de la première pierre du futur centre hospitalier de rééducation et de réadaptation du Grau-du-Roi, un projet attendu depuis de nombreuses années et dont l'investissement total représente quelques 36 millions d'euros. Un centre hospitalier qui entend à l'avenir proposer une offre de soins et améliorer ainsi que de nouvelles perspectives en termes de recherche et d'innovation thérapeutique. Les explications de Marlène Laroche sur ces images tournées par Franck Chassagnon. Après 22 longues années d'attente, l'hôpital de rééducation et de réadaptation du CHU de Nîmes au Grau-du-Roi sort de terre. Financé à hauteur de 16 millions au titre du plan national hôpital 2012, son coût global s'élève à 36 millions d'euros. Cette structure ultramoderne s'inscrit dans le projet haute qualité environnementale et permet d'accueillir les patients dans des conditions optimales. Au-delà de l'architecture que nous voyons là, c'est d'abord un projet pour tous les malades que nous allons pouvoir prendre en charge au décours d'une hospitalisation en court séjour. Et ça, c'est important parce que la réhabilitation, elle se fait là. Elle se fait dans ces structures de cette nature. Il faut qu'on fasse des établissements qui soient à la hauteur de ce qu'on attend. Le bâtiment existant, il date de 1932. Il a beaucoup souffert. Il avait été conçu pour un sanatorium pour soigner les tuberculoses osseuses. Donc aujourd'hui, cette maladie n'existe plus, il faut qu'on adapte les bâtiments en fonction des besoins actuels. Éducation et réanimation locomotrice comprend 54 lits organisés en 2 unités. Une zone hôpital de jour de 9 places et un pôle de soins complètent ce secteur. Les secteurs maladies de la nutrition et diabétologie et d'addictologie seront organisés en une unité de 30 lits pour les maladies de la nutrition et une unité de 56 lits pour l'addictologie. Chacune des 2 unités aura un pôle de soins dédié. Des espaces thérapeutiques complètent l'organisation de ces 2 secteurs. Montpellier et Nîmes traitent des patients dans la phase aiguë. Et ici, nous allons les prendre en charge pour ce qu'on appelle les soins de suite de réadaptation. Après la maladie, il faut quelques jours, quelques semaines, quelques mois, parfois, de réinsertion, de réadaptation, de rééducation, notamment dans le domaine locomoteur ou dans le domaine neurologique. Et cet hôpital va être exclusivement dédié à la prise en charge de ces patients.
Outre sa fonction médicale, une partie des locaux sera dédiée à la recherche. Les premiers patients pourraient emménager en décembre 2011. Alors que des spécialistes de la question mettent en avant les problèmes liés à la surestimation des biens par certains propriétaires concernant l'immobilier ancien, des responsables régionaux semblent être plus optimistes quant à la reprise du marché de l'immobilier. C'est le constat fait par la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, qui table sur une reprise de l'activité, freinant selon elle tout mouvement de hausse de prix généralisé. Parmi les arguments avancés, la faiblesse des taux d'emprunt, le retour sur le marché des secondos accédants et les aides à l'accession à la propriété. Je vous propose d'écouter sur le sujet le président de la Fédération Gare Lozère de la FNAIM, questionné par Jean Brun et Pierre-Paul Castelli. Les prix se stabilisent aujourd'hui. C'est vrai qu'à un moment donné, les prix étaient relativement bas. Maintenant, ils ont tendance un petit peu à augmenter, à condition que les propriétaires soient raisonnables. Dans notre secteur, il faut compter à peu près autour des 200 000 euros au niveau du prix d'acquisition d'une maison de 100 mètres carrés. Dans les villages, ce phénomène est à peu près identique, en sachant qu'un prix moyen pour une villa de 100 mètres carrés, c'est à peu près 180 000 euros. Donc peut-être une incitation à ce que les gens sortent des grandes villes et fassent des acquisitions en milieu rural. Concernant les appartements, en termes de prix moyen, on se situe à peu près sur Nîmes notamment, autour des 1900 à 2000 euros du mètre carré. Ce qui fait que c'est un prix, je pense, qui est correct, en sachant que le prix du neuf se situe autour des 3000 à 3500 euros du mètre carré. Et le logement toujours en question avec le coup de gueule des bailleurs sociaux qui s'indignent du projet de taxe préparé par le gouvernement qui effectuerait un prélèvement direct sur les loyers. Une taxation estimée à 340 millions d'euros et dénoncée par le président de l'office HLM départemental Habitat du Gard, qu'a rencontré pour nous Alain Bellon. C'est pas simplement Habitat du Gard qui va être concerné. D'abord, c'est même pas Habitat du Gard en tant qu'organisme HLM, c'est nos locataires qui vont être pénalisés et c'est bien ceux qui me rendent hors de moi parce qu'on est là dans l'inadmissible. La loi consisterait tout simplement à faire un prélèvement de 2% sur les loyers de nos locataires. Si on prélève 2% sur 50 millions d'euros de loyers que versent nos locataires annuellement à Habitat du Gard, ça veut dire qu'on nous prend 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est remettre en cause complètement le plan de stratégie patrimoniale et la CUC qu'on a voté il y a quelques mois. Tout simplement parce que nous avons prévu dans ce cadre-là la réhabilitation de l'ensemble de notre parc sur les 12 ans à venir, auquel on consacre plus de 120 millions d'euros, sur lequel nous nous sommes engagés de mettre 10 millions d'euros toutes les années de travaux à l'intérieur de nos HLM. Alors ça veut dire quoi à l'intérieur de nos logements, faire des travaux? Ça veut dire concrètement pour le locataire, réfection complète de la salle de bain, réfection complète de l'électricité, remplacement des portes, des fenêtres. C'est quelque chose que les locataires sentent de près, touchent. Et là, toute cette politique que nous décidons de mettre en place, eh bien, elle est mise à plat par un coup de baguette magique du ministre qui s'aperçoit que pour financer sa politique sur le logement, dont on peut parler de sa politique sur le logement si vous voulez, ben pour financer sa politique, tout simplement, il est en train de faire un prélèvement sur les offices HLM qui est purement et simplement scandaleux. À la page des sports en mode football avec la préparation de la 10e journée de Ligue 2, le déplacement ce soir du Nîmes Olympique sur la pelouse d'Istres et la nécessité pour les Crocos de prendre des points afin de s'éloigner de la zone de relégation. Particulièrement inefficace à l'extérieur depuis le début de la saison, les Nîmois se déplacent en terre d'Ouest-Provence avec un groupe nettement diminué par les blessés, les suspendus. Ainsi, l'entraîneur Jean-Michel Cavalier a appelé 18 joueurs, parmi lesquels plusieurs renforts de l'équipe qui évolue en CFA2. Les gardiens Butel et Al-Shaibani, les défenseurs Ben Yachou, Boconiano, Adou, Mostefa, Poulain, Sidibé et Stozic, sans oublier Zarabi, les milieux Cavalier et Keïta, puis en attaque Bénézé, Adou, Agui, Nchangama ainsi que Traoré. En Ligue 1, l'ACR L'Avignon se déplace demain soir à Brest pour le compte de la 12e journée. Première surprise de la part du nouveau coach Farouk Adibezic, c'est Cyril Merville, jusqu'alors remplaçant, qui officiera dans les buts arlésiens à la place de Vincent Planté, particulièrement mis en cause après la défaite de la CA à domicile face à Auxerre. On rappelle ce groupe avec les gardiens donc Merville et Planté, les défenseurs Laurenti, Pavone, Soro et Germani, les milieux Piocel, Benidi, Rayas, Corrèze et Meriem, et puis en attaque Psom, Caristeas, Djadjedje, Boisa et Kaba Diawara qui fait son retour dans le groupe professionnel.
Et on termine ce journal sur une note musicale avec le journal du jazz au cœur de l'agglo qui vous est proposé par Nicolas Pinchino. Ce soir, focus sur la soirée proposée samedi dernier à Kessargues, en présence notamment d'un pianiste de jazz bien connu du grand public, j'ai nommé André Manoukian. André Manoukian, c'est un très grand pianiste de jazz. Le répertoire de mon quartet, c'est des vieilles folk-songs arméniennes qui sont refaites en jazz. C'est-à-dire que je joue sur des sonorités d'Orient, des modes, un instrument qui s'appelle le doudouk qu'on entend derrière, qui est comme une flûte en boîte d'abricotier avec une hanche de bois qui sonne un peu comme une voix. Et puis derrière, j'ai contrebasse, batterie et je suis juste au piano, pas de synthé. La dernière chanteuse qui m'a plaqué, je me suis dit, bon, cette fois-ci, je vais aller me racheter un piano, et puis voilà. Mais en même temps, je trouve que la voix, c'est toujours le plus bel instrument du monde. Alors, c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'appeler Hervé avec son doudouk magique, si vous voulez, parce que cet instrument, il a la particularité d'avoir le son d'une femme qui pleure de joie, naturellement. Et je me suis dit qu'avec lui, au moins, c'était tranquille, on pouvait partager les mêmes loges, je risquais pas de tomber amoureux de lui. Donc voilà, je vous présente ma nouvelle chanteuse, Hervé Gourdikian, et son doudouk magique. Stéphane Huchard à la batterie et Christophe Allem à la contrebasse. Je trouve que le jazz, il se régénère aujourd'hui par l'Orient. Je ne suis pas le seul, évidemment. Il y a l'immense Tigran Amazian qui est tout petit, mais qui est... Ouais, j'ai l'impression que ces pays sont en train de s'ouvrir au jazz et qu'ils amènent des couleurs nouvelles. Et une dernière information concernant votre soirée sur Télémiroir. Vous avez rendez-vous ce soir avec Pierre-Paul Castelli pour une émission forum dédiée à la thermographie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info et le sport dès lundi. Je vous souhaite une très belle soirée et un excellent week-end sur Télémiroir.